Alors, bonjour à tous et toutes. Je ne peux pas être avec vous parce que je suis euh, hospitalisée avec une opération de routine, mais je voulais juste préenregistrer ma présentation de façon à participer virtuellement à la discussion. Donc, mon sujet, c'est vivre bien à l'intérieur des limites planétaires, est-ce possible? Et je vais juste vous parler un petit peu des recherches que je fais ici à l'Uni. Ah oui, donc je m'appelle Julia Steinberger, je suis prof à l'Institut de géographie et durabilité dans la faculté des géosciences et de l'environnement. Alors, vivre bien à l'intérieur des limites planétaires, est-ce possible? Et je vais vous y apporter deux réponses. Donc là, la personne qui est sur la photo, c'est Kate Raworth, qui est une collègue et qui a écrit un livre magnifique qui a été traduit en français, La théorie du donut. Et je vais vous parler un petit peu plus de cette théorie et de comment on peut faire de la recherche et essayer de comprendre où nous nous situons par rapport à cette théorie. Donc la théorie du donut, c'est très simple. C'est en fait, c'est une visualisation d'un double défi. C'est-à-dire que vous voyez ce donut, ce qui veut dire un beignet, il y a un espace juste et sûr pour l'humanité, qui est cet espace vert pâle. Et en fait, l'idée, c'est qu'il faut éviter de déplacer le plafond environnemental qui correspondrait à aller au-delà des limites planétaires. Et il faut en même temps atteindre le plancher social, c'est-à-dire qu'il ne faut pas tomber au milieu non plus. Si on tombe au milieu, on est dans une déficience sociale, c'est-à-dire qu'on n'a pas assez de niveau de ces indicateurs sociaux au milieu. Donc, l'idée, c'est d'atteindre le plancher social pour tous et toutes partout sur Terre, et en évitant de dépasser les plafonds environnementaux. Donc, il s'agit vraiment d'un double défi. Vivre bien à l'intérieur des limites planétaires se constitue ce double défi de ne pas dépasser le plafond écologique, mais en même temps d'atteindre le plancher social. Donc, ce que nous avons essayé de faire avec des collègues, c'est que nous avons essayé de mesurer au niveau national pour autant de pays que possible de par le monde, ces indicateurs. Donc, nous avons des indicateurs de biophysique et leurs limites par habitant qui correspondent aux limites planétaires, et nous avons des indicateurs qui correspondent à vivre bien au niveau de satisfaire des besoins humains et de bien-être, santé et satisfaction de vie. Et donc, nous avons fait une énorme collecte de données et nous avons ensuite regardé quels sont ces résultats au niveau national. Alors, par exemple, vous pouvez voir nos résultats ici pour la Suisse. Il faut aussi que je précise que ces données ont maintenant un écart de 10 ans. Je pense que les choses n'ont pas changé énormément. Donc, la Suisse atteint la plupart des indicateurs sociaux que nous avons pu mesurer. Il y en avait 4 qui manquaient. Mais dépasse 6 sur 7 des indicateurs biophysiques que nous avons mesurés. Donc, les indicateurs biophysiques, la Suisse est en dépassement massif. Par contre, un autre pays comme le Sri Lanka a réussi à atteindre quelques-uns, mais de loin pas tous, de loin pas la majorité des niveaux sociaux. Mais en même temps ne dépasse pas non plus le plafond écologique. Donc les planchers sociaux n'est pas atteint, mais le plafond écologique non plus. Et si on regarde au niveau international, en fait, ces deux pays ne sont pas complètement, sont assez représentatifs pour finir. Donc on a voulu représenter tous les pays du monde sur ce graphique. Et ce qu'on a fait, c'est que simplement quand un pays dépassait une limite biophysique, on augmentait d'un cran sur l'axe horizontal. Donc, vous pouvez voir tous les pays qui sont sur la droite. Sur votre écran sont des pays qui sont en dépassement net. Et si les pays ont atteint des seuils sociaux, chaque fois qu'ils atteignaient un seuil social, ils montaient d'un cran. Donc, les pays qui sont vers le haut atteignent les seuils sociaux. Et vous pouvez voir que le Sri Lanka est en effet atteint 3 seuils sociaux sans dépasser aucune limite planétaire. Et que la Suisse serait, on ne sait pas exactement où, mais on va dire plus ou moins par là. Et que les deux sont en fait représentatifs de pouvoir atteindre
sont représentatifs de la réalité, c'est-à-dire que la plupart des pays qui ne dépassent pas les limites planétaires aussi ont de la peine à atteindre les seuils sociaux, et la plupart des pays qui atteignent beaucoup de seuils sociaux dépassent beaucoup de limites planétaires, et en même temps, c'est tout à fait possible d'être le pire dans les deux dimensions, c'est-à-dire de dépasser beaucoup de limites planétaires, mais de ne pas atteindre de seuils sociaux. Mais ce qui manque, le quartier qui est très, très, très peu peuplé dans ce graphique est le quartier de celui où nous voudrions être, c'est-à-dire atteindre beaucoup de seuils sociaux, mais en même temps ne pas enfreindre de limites planétaires qui mettent notre stabilité, notre prospérité en danger. Et donc, la question devient comment est-ce que nous arrivons là, depuis où nous sommes actuellement, et que tous les pays, en fait, sont des pays en voie de développement, parce que nous n'avons pas encore réussi à atteindre une prospérité sociale sans dépasser les limites planétaires. Donc, première réponse à la question, vivre bien à l'intérieur des limites planétaires, est-ce possible? Et puis la réponse est non, et pas dans la réalité internationale actuelle que nous pouvons observer, ce qui est assez déprimant. De plus, nous voyons qu'il y a des inégalités internationales qui sont frappantes, c'est-à-dire que quand nous voulons réfléchir à ce problème et que nous utilisons des moyennes nationales, nous sommes de loin pas en train de voir la réalité des ménages ou des personnes dans tout leur quotidien. Et ce que nous voyons, c'est que par exemple, le 1% de la population en termes de revenus émet 15% des émissions de gaz à effet de serre. Le 10% de la population en termes de revenus émet près de 50%, près de la moitié des émissions de gaz à effet de serre. Et probablement dans ce 10% planétaire, il y a une proportion plus grande de la population suisse. Ça, c'est clair. Mais donc, nous voyons qu'il y a vraiment une inégalité criante dans les émissions de gaz à effet de serre, et que si nous voulons faire face à la crise climatique et réduire les émissions, en même temps en protégeant les populations humaines, qu'il faudra faire face à cette inégalité. Donc, nous avons voulu modéliser un autre avenir qui serait plus équitable et plus prospère et plus durable. Alors, la façon dont nous l'avons modélisé, c'est que nous nous sommes basés sur la théorie de Decent Living Energy du professeur Narasimha Rao qui est à Yale University, qui est un bon collègue, qui a collaboré avec nous. Cette théorie fait le lien entre les besoins humains et les niveaux minimums de services énergétiques. Donc, notre modèle prend en compte des avancées technologiques, c'est-à-dire que pour satisfaire les besoins humains avec des services énergétiques, nous utilisons les technologies existantes, mais très performantes, qui permettraient d'y répondre. Nous avons modélisé une égalité de distribution, grosso modo. Nous avons pris en compte le fait que les ménages avec différents nombres de personnes auront besoin d'un différent nombre de différents niveaux de services énergétiques, que les personnes qui habitent à la campagne ont besoin de plus de mobilité que celles qui habitent dans les villes. Et notre modèle résulte en une décroissance de la demande énergétique assez frappante. Notre modèle ressemble plus ou moins à ça. C'est en fait un modèle simple et compliqué à la fois. Nous partons de la gauche, nous avons des besoins humains qui sont en vert. Ensuite, nous les traduisons dans la consommation personnelle dans les ménages, qui ont besoin d'énergie directe et grise, donc de l'énergie indirecte utilisée pour fabriquer les équipements. Il y a aussi de la consommation publique, donc on a droit à des infrastructures publiques de santé, d'éducation. Il y a aussi de la consommation privée, qui est compris dans les secteurs de supermarchés, par exemple, ou voilà, pour tous ces besoins-là, et aussi des infrastructures générales, les maisons, les bâtiments, les routes, etc. Et le résultat, ah oui, et puis les services énergétiques, ils correspondent à ce tableau, plus ou moins. Ils dépendent de la démographie, selon la zone urbaine ou rurale, du climat, etc. Et puis, les résultats montrent que les résultats sont que nous aurions besoin, selon ce modèle, de beaucoup moins d'énergie que nous consommons actuellement
nous l'avons modélisé pour l'année 2050. Si nous voyons l'énergie finale que nous utilisons au niveau global à augmenter, maintenant nous sommes autour des 400 hexajoules d'énergie finale, voire un peu plus. Les scénarios de référence de l'Agence internationale de l'énergie montrent une croissance. Si nous agissons sur le climat, ils ont une certaine stabilisation, voire une certaine décroissance, mais qui est assez faible. Donc ça, ce sont les scénarios qui montent en orange et en jaune. Et notre modèle est celui qui est montré par la flèche verte. Donc nous avons modélisé une énergie suffisante aux besoins de tous en 2050 qui utiliserait 40% de notre consommation actuelle malgré la croissance démographique. Donc ça, c'est vraiment une satisfaction universelle des besoins humains avec des technologies performantes. Donc, vivre bien à l'intérieur des limites planétaires, est-ce possible? Si on pose la question différemment, c'est-à-dire est-ce possible dans l'avenir, est-ce qu'on peut se l'imaginer ou se le représenter? La réponse est oui, mais seulement grâce à une transformation complète de nos économies axée sur la suffisance, l'équité et l'efficacité maximale. Question suivante, si c'est possible, quels sont les obstacles à surmonter? Et la réponse, selon moi, serait nos systèmes économiques et politiques qui sont en ce moment basés sur la croissance et le profit à tout prix. Donc, dans ce cas, l'obstacle, c'est plutôt la surconsommation représentée par cette 4x4 dans un grand supermarché que le petit tronc d'arbre que cette voiture écrase. Et juste pour vous donner quelques autres éléments, nous avons aussi fait des études sur, par exemple, la politique économique de la dépendance à la voiture. Donc, comment est-ce que la dépendance à la voiture est créée par les industries qui sont liées à la voiture. Nous avons considéré dans notre étude l'industrie automobile, les routes et les parkings, la planification urbaine, l'abandon des transports publics et la culture de la voiture. Et selon cette approche qu'on appelle une approche de système d'approvisionnement, on peut vraiment voir comment ces différentes industries s'imbriquent dans notre économie, s'imbriquent dans nos systèmes politiques. Et pour finir, nous avons vraiment une anatomie du verrouillement carbone, c'est-à-dire que je ne pense pas que vous allez pouvoir du tout lire ce qu'il y a sur ce tableau, mais l'article est publié, il est en version open source, donc vous pouvez le regarder tranquillement. C'est juste pour montrer que nous avons vraiment une interdépendance de ces secteurs qui se renforcent les unes les autres et que pour les affronter, il faut les affronter les unes et les autres. C'est-à-dire qu'on peut voir, par exemple, que l'action de l'industrie automobile aide les lobbies des autoroutes et des infrastructures routières et des parkings, et qu'en même temps, les infrastructures routières, les parkings, les autoroutes assistent l'industrie automobile. Donc, et ceci se décline sur tous les niveaux que nous avons observés, par exemple aussi sur la planification urbaine, etc. Juste quelques pistes d'action. Je vous recommande d'explorer les alternatives économiques. La plupart de ces livres sont en anglais, mais par exemple, Vincent Liéger est français et a écrit et publié beaucoup de choses en français. Une autre personne serait Timothée Parric. Je peux vous donner ses références et ses liens si vous m'envoyez un mail. Il y a aussi beaucoup de pistes positives pour des politiques alternatives pour rebâtir après le Covid, par exemple. Et donc, je pense qu'on est vraiment dans une situation où nous pouvons avoir des idées et des exemples concrets d'alternatives positives, mais nous sommes encore vraiment sur une lancée négative et je dirais même désastreuse par rapport à nos soutiens et notre dépendance d'industries qui vont exactement dans la mauvaise direction. Et avec cela, je vous remercie beaucoup et j'espère que vous avez un bon événement.